Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur LCP. Avant les vacances, vous le savez, nous vous avions proposé 5 numéros de thèmes de campagne avec pour invités principaux Pascal Lamy, Nicole Notat, Thierry Breton, Jacques Attali et Jérôme Cahuzac. Vous avez été très nombreux à réagir, à nous suivre d'abord, à nous faire part de quelques suggestions. Nous avons donc décidé de revenir mensuellement à date fixe, avec évidemment un autre intitulé, puisque la campagne électorale est derrière nous. L'émission s'appellera désormais Place aux idées, mais toujours des sondages, des reportages. Et puis, à la fin de l'émission, un jeune entrepreneur qui viendra titiller notre invité principal, en l'occurrence Nicolas de Brenac, qui est le PDG de Sequoia Pressing. Vous verrez ce qu'il a fait, il est très très inventif. Notre invité principal étant aujourd'hui Laurence Parisot sur le thème, évidemment, qui passionne et qui, pour des tas de raisons, tous les Français. Oui, Patrick, 3 millions de chômeurs en France, 5 millions de personnes qui cherchent un emploi, une croissance qui se rapproche de zéro. C'est la question qui est au cœur de tous les Français, au cœur de tous les foyers. Est-ce qu'il y aura un emploi pour les Français demain en France? Et la question que nous abordons ce soir, c'est est-ce qu'il y a une responsabilité particulière des entreprises dans ce combat pour l'emploi? Et la patronne des entrepreneurs, c'est Laurence Parisot. Laurence Parisot, qui vient de Lorraine, qui sait donc ce qu'est la difficulté économique. C'est aussi une chef d'entreprise. Elle est enfin présidente depuis 8 ans des entrepreneurs de France. Mouvement d'ailleurs dont elle a largement contribué à changer l'image. Voilà, on va se retrouver dans quelques secondes pour en parler. Laurence Parisot, bonsoir. Bonsoir. Vous venez de Lorraine, on vient de le dire. La Lorraine, on sait comment s'en sortir, parce que vous avez eu des chocs évidemment très très importants. Est-ce que ça vous a aidé dans votre perception de l'entreprise et surtout dans le sujet qui va nous intéresser très directement, comment retrouver, redonner des emplois là où il n'y a plus de bassin? Le fait d'être Lorraine, d'abord me rend proche de François Chérèque. La famille Chérèque est une grande famille de syndicalistes d'origine lorraine, mais je crois que ça donne aussi un esprit de combat particulièrement vif et de combat en faveur de notre pays. Je voudrais dire en tout premier que quand on est président du mouvement des entreprises de France, c'est parce qu'on veut d'abord que l'économie de notre pays se porte bien. C'est parce que son vœu le plus cher, notre vœu le plus cher, c'est de trouver la meilleure voie possible pour garder notre prospérité et la faire croître. Ce n'est pas uniquement pour défendre les entreprises non, que vous êtes là, c'est aussi avec un esprit civique? Mais évidemment, c'est un intérêt économique supérieur que nous voulons défendre. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est la guerre aujourd'hui, qu'on peut déclarer la guerre au chômage? Ce qu'on peut dire aujourd'hui, tout d'abord, c'est que nous traversons une situation économique gravissime. Je dis bien gravissime. D'autant que cela fait maintenant 5 ans que nous sommes en crise. La situation, elle n'est pas simplement française, elle est peut-être même d'abord européenne. Ce qui est à l'origine de l'aggravation depuis le début de l'année 2012, c'est d'abord l'incertitude qui a pesé, peut-être un peu moins aujourd'hui, c'est pour ça que je dis a pesé, sur l'avenir de la zone euro, notamment au début de l'année 2012. Mais il est vrai qu'en plus de cette incertitude européenne, il y a des difficultés françaises particulières. Je ne crois pas qu'elles soient liées aux entreprises. Pour répondre brièvement, on le développera, je le suppose, à votre question. Oui, parce qu'on fera des comparatifs, notamment avec ce qui se passe ailleurs. Je crois qu'il y a plutôt une vraie difficulté depuis longtemps dans notre pays, peut-être depuis des décennies, à définir la bonne politique économique pour la France. Alors, avant de vous laisser dans les mains de nos experts, Laurent Bigorgne et tout d'abord Mathias Léridon, on va voir avec justement Agnès Goubatian ce qu'est la responsabilité des entreprises. 3 millions de chômeurs, c'est le chiffre qui a marqué cette rentrée 2012. 16e mois de hausse consécutive du chômage, un record que la France n'avait plus connu depuis 1999. Les gouvernements se succèdent, les politiques pour l'emploi aussi.
Mais rien n'y fait, les plans sociaux s'accumulent. ArcelorMittal, Sanofi, Petroplus ou encore Fralib, la liste est longue, près de 60 000 emplois seraient visés. Alors, dans cette ambiance morose, une question s'impose. Quelle est la responsabilité des entreprises ? Les entreprises ont une responsabilité, bien entendu, mais pas uniquement les entreprises. La situation de l'emploi prise globalement dépend aussi de la politique économique qui est menée. On voit très bien aujourd'hui qu'en France comme ailleurs, quand on a une croissance économique proche de zéro, certains pays sont même en récession, il y a un impact direct sur le chômage et l'envolée du chômage. Pour l'année 2013, le gouvernement table sur une croissance de 0,8%, sûrement insuffisant pour relancer l'emploi. Mais pour certains entrepreneurs, le problème est ailleurs. Ils pointent du doigt la lourdeur administrative de la France. Aujourd'hui, tout gouvernement qui vient se demande quel nouveau dispositif il peut mettre en place. J'aimerais bien avoir un gouvernement qui se demande quel dispositif enlever. Finalement, c'est une logique qu'on n'a pas du tout. C'est la logique de la réduction législative et de la simplification. On accumule des structures, des plans aidés, personne n'y comprend strictement rien. Et en termes de mesures simples et efficaces pour l'emploi, Oussama Hamar a une idée bien précise. Je créerai un contrat unique et je permettrai à n'importe qui de pouvoir virer pour de mauvaises raisons. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça et c'est en même temps très compliqué, Mathias. Oui, Laurence Parisot, bonsoir. Bonsoir. Vous parliez du fait qu'aujourd'hui, on a derrière nous 5 ans de crise, qu'on est dans une crise qui est extrêmement grave. On sait aussi que l'économie, c'est la confiance. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'on peut reconstruire de la confiance en France ? En tout cas, l'enjeu mérite d'être posé. Il y a une défiance partout dans la société française. Mais il y a une chose dont je suis bien persuadée, c'est que nous ne trouverons pas le bon chemin pour réduire le chômage, pour recréer des emplois, s'il n'y a pas un lien de confiance fort avec les entrepreneurs. Or, aujourd'hui, de ce point de vue-là, nous sommes en risque. Il y a sur de nombreux sujets une mise en doute, et même la façon dont vous-même vous lancez le débat ce soir, en disant est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité des entreprises ou des chefs d'entreprise sur la situation et sur le chômage, vous contribuez à cette mise en doute. Mais quand vous parlez de lien de confiance, vous parlez de l'opinion ou des décideurs, singulièrement le gouvernement, par exemple ? Merci, c'est vraiment ça. Je pense beaucoup plus des décideurs, des politiques, de droite comme de gauche, que de l'opinion. Au fond, l'opinion publique ne déteste pas l'entreprise. Et les salariés eux-mêmes apprécient leur entreprise. Toutes les enquêtes le montrent. Oui, mais Laurence Parisot, les Français aujourd'hui sont extrêmement pessimistes. Oui, on est le pays en Europe dans lequel nous avons plus de 3 Français sur 4 qui pensent que leurs enfants vivront moins bien qu'eux. Donc moi, on est bien dans une crise de confiance partagée. Oui, d'accord, mais vous me parlez de l'entreprise. Moi, je vous dis que le premier problème, c'est la relation entre le monde politique et l'entreprise, et non pas la relation entre l'opinion publique ou les Français en général et l'entreprise. Et le monde politique, je dis bien le monde politique, parce que pour le moment, ce que je dis n'est pas une affaire de gauche ou de droite. Le monde politique, face à la complexité des enjeux liés à la globalisation, liés au fait que la compétition est internationale, elle est très vive, elle est très dure, le monde politique a tendance à désigner un responsable, un bouc émissaire, l'entrepreneur ou l'entreprise, plutôt que de se donner les moyens de définir la politique économique et sociale qui favorisera l'entrepreneur et l'entreprise et donc la création d'emplois. Et c'est ça qui rétablira la confiance. D'accord, mais on sait que c'est dans une interaction entre le monde politique, la politique économique globale et l'investissement et l'engagement des entrepreneurs qu'on trouvera la solution. Parce que c'est la question qu'on se pose ce soir. Est-ce qu'aujourd'hui, les entrepreneurs, vous avez l'impression qu'ils jouent parfaitement le jeu ? Est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'ils attendent un petit peu le politique, comme vous le disiez, en disant on a du mal à trouver une politique économique, alors est-ce qu'on attend la politique économique pour complètement s'investir ? Je pense que ce sont les chefs d'entreprise qui jouent peut-être le plus le jeu, si je me mets sur une longue période. Les chefs d'entreprise sont à la pointe. Les chefs d'entreprise sont les premiers. Vous avez rappelé que j'étais Lorraine. Je vais ajouter au fait de préciser que je suis Lorraine
le fait que je suis, par toute ma descendance paternelle, issue du milieu de l'éducation nationale. C'est-à-dire, ma grand-mère était institutrice, j'ai toute une filière de professeurs, etc. Eh bien, comme les instituteurs et les professeurs sur la Troisième République disaient « voilà le monde tel qu'il est en train de devenir et voilà comment il faut s'adapter au monde », nous, les entrepreneurs, nous passons de la même façon aujourd'hui, dans ce 21e siècle, notre temps à dire « voilà le monde tel qu'il est », parce que nous en sommes au contact d'une manière quotidienne, et voilà comment il faut s'adapter. Et donc nous n'arrêtons pas de faire des préconisations, de faire des recommandations, et même d'être, je dirais, à la pointe en étant exemplaires. C'est nous, par exemple, nous les chefs d'entreprise, qui les premiers avons dit « il faut développer l'apprentissage ». Voilà une voie vraiment qui peut marcher très très bien pour mettre le pied à l'étrier à des jeunes qui ont du mal à l'école ou qui ont du mal à trouver leur voie professionnelle. Sur l'apprentissage, il a fallu que nous le disions pour que les politiques disent « Ah, il faut faire de l'apprentissage » et récupèrent en fait notre bonne idée, tant mieux. Alors, justement, une question, parce que ce soir, on va essayer de balayer un petit peu les différentes initiatives. Il y a 2 initiatives aujourd'hui qui viennent du gouvernement. Il y a une initiative qui concerne des emplois aidés publics, c'est ce qu'on appelle les emplois d'avenir. Il y a le contrat de génération. Le contrat de génération, ça vous semble une bonne chose pour les entreprises ? Oui, je vais même vous dire qu'en 2005, dans une conférence de presse, sans donner l'expression contrat de génération, je disais que nous devrions inventer un nouveau mécanisme qui permette de mieux mettre en relation le senior et le junior, pour favoriser la transmission des savoirs, pour favoriser, dans les 2 sens d'ailleurs, j'insiste, dans les 2 sens, le senior qui va donner son savoir-faire aux juniors et le junior qui va expliquer le nouveau monde, celui des réseaux sociaux. Donc, François Hollande a repris votre idée. Et finalement, il a repris notre idée. Simplement, dans l'idée de François Hollande, celle-ci est accompagnée d'un coût qui, à mon avis, n'est pas utile aujourd'hui, puisque François Hollande, dans son mécanisme de contrat de génération, propose qu'il y ait une aide donnée à l'entreprise qui favoriserait les contrats de génération. Nous, soyons bien clairs, nous les entreprises, nous ne demandons pas ce type d'aide financière. Nous pensons que nous pouvons développer le mécanisme naturellement. Alors, il y a une chose qui est importante, parce qu'on sait qu'en France, on a un vrai souci avec l'emploi des jeunes. Il y a aujourd'hui en France 500 000 jeunes qui n'ont aucune qualification. Et on sait que lorsqu'on est dans l'entreprise, un jeune sans qualification, c'est plus difficile à intégrer qu'un jeune qui a une qualification. Ces 500 000 jeunes, est-ce qu'ils ont définitivement, la porte de l'entreprise leur est définitivement fermée ? J'espère bien que non. Mais comment faire pour les réintroduire dans le monde de l'entreprise ? Premièrement, il faudrait peut-être se demander pourquoi nous en avons autant. Et faire en sorte que ce chiffre dramatique que vous venez de citer diminue et le plus vite possible. Et ça, cela veut dire qu'il faut se pencher sur ce qui se passe à l'école, et dès l'école primaire. Et dès l'école primaire, il faut aussi raconter ce qu'est l'entreprise. Et vous pensez que le gouvernement n'est pas suffisamment conscient de ça ? Pardon ? Vous pensez que le gouvernement n'est pas suffisamment conscient que ça se passe en amont ? Si, Vincent Payon d'ailleurs a fait des déclarations qui incitaient à resserrer les liens entre le monde de l'école et l'entreprise. Mais il a fallu beaucoup de temps, il a fallu encore une fois des années et des années pour qu'il y ait cette prise de conscience. Nous faisons des progrès, tous, de rapprochement, mais il faut aller beaucoup plus loin. Et notamment pour travailler sur l'orientation. Quand vous sortez, même pas quand vous sortez, quand vous êtes collégien, comment vous savez, quand vous êtes collégien aujourd'hui, comment vous savez quels seront les bons métiers dans 2 ou 3 ans ? C'est impossible à savoir. Si vous n'avez pas le contact ces avec 500 000 jeunes d'aujourd'hui, ça j'entends bien pour ceux qui pour éviter que la situation s'aggrave. Mais ces 500 000 personnes, ces 500 000 jeunes qui cherchent un emploi de moins de 25 ans, comment va-t-on un jour faire en sorte qu'ils ne soient pas uniquement dans des emplois aidés publics ? Alors, deuxièmement, sur ceux qui, malheureusement, sont dans cette situation aujourd'hui, mais faisons d'abord en sorte, j'insiste, que ceux-ci n'augmentent pas. Sur ceux-ci, il faut évidemment proposer des formations. Et là aussi, il faut tout simplement travailler beaucoup mieux avec l'entreprise. Il n'y a que nous qui pouvons dire voilà ce dont nous avons besoin. Vous voyez, par exemple, dans le métier du web, aujourd'hui se développe ce qu'on appelle l'open data, big data. Eh bien, nous avons besoin en masse, dans tous les secteurs d'activité, de statisticiens.
Donc il faut les réorienter dès maintenant, donc il faut très vite, dès la sortie du lycée. Très vite, soit à ce moment-là, comme vous le dites, soit très vite organiser des formations professionnelles pour, y compris ceux qui n'ont pas réussi leur parcours scolaire, qui peut-être aujourd'hui peuvent s'intéresser à la statistique si on leur dit que ça a un lien avec le net et avec des nouvelles activités, des nouveaux métiers qui sont en train de naître sur le web. Laurence Parisot, en attendant ce qui sera forcément un moyen terme, puisqu'il faut reprendre l'éducation nationale, si on parle du primaire, c'est dans 15 ans qu'on verra le résultat de ce que vous préconisez. Voyons ce qu'est la perception de la création d'emplois par les entreprises. Nous avons demandé à notre institut de sondage, donc Opinionway, ce qu'ils pensaient de ce que faisaient les entreprises en la matière. Est-ce que vous diriez qu'en France, les entreprises font tout pour créer des emplois? Pour l'instant, seulement 20% de Français sont persuadés que vous, les entreprises, vous faites tout pour. 61% plutôt pas. Et puis, donc, l'ensemble, ça fait quand même 77%. Mais je ne sais même pas ce que, si on m'avait interrogé... Vous auriez dit plutôt pas. On fait le maximum de ce qu'on peut. En êtes-vous, bien sûr, parce que souvent dans la perception des Français, il y a l'idée que les entreprises veulent évidemment garder leur marge, satisfaire leurs actionnaires, souvent, plus davantage que leurs salariés. Il faut satisfaire les actionnaires. Il faut expliquer aux Français que c'est indispensable. Parce que si vous ne rendez pas satisfaction via notamment des versements de dividendes aux actionnaires, vous n'avez plus de capitaux. Oui, mais des actionnaires qui font rien, qui prennent un risque. Parce qu'un actionnaire, c'est quelqu'un qui met 100 dans une entreprise dont il n'est pas certain que cette entreprise va se développer, va être rentable, alors que ces 100 dont il dispose, 100 euros, 100 000 euros, 100 millions d'euros, il pourrait très bien décider d'en faire autre chose, d'acheter un immeuble, ce qui ne sera pas productif, d'acheter une œuvre d'art. Donc l'actionnaire, pour qu'il vienne mettre de l'argent dans l'entreprise, c'est indispensable, le rémunérer. Sinon, nous n'avons plus de capitaux. Quand aujourd'hui on voit des entreprises disparaître, il faut bien comprendre que c'est parce qu'elles ont des problèmes de rentabilité, mais c'est aussi parce qu'elles ne trouvent plus d'actionnaires pour remettre de l'argent dans l'entreprise. Mais pour le satisfaire, parfois, cet actionnaire, vous avez tendance, certaines de vos entreprises, on en a vu, qui ont tendance à dire on va faire des coupes claires dans nos effectifs, ça va faire plaisir à la bourse, donc ça va donner davantage de... Patrick Poivre d'Arvor, la première chose qu'il faut faire, c'est apprendre aux Français l'économie. On est très malheureux en France de ne pas comprendre les mécanismes de l'économie. Quand une entreprise, même si elle gagne de l'argent, se réorganise, c'est parce qu'elle a l'obligation d'anticiper. Si elle ne fait pas les choses à temps, si elle ne s'adapte pas suffisamment en amont, le risque est que tout d'un coup, elle se retrouve dans une situation où c'est trop tard. Elle n'a plus même les moyens d'accompagner les salariés dans la difficulté dans laquelle elle se trouve. Oui, mais donc ceci est indispensable. Deuxièmement, Parisot. Attendez, je voudrais quand même dire que je ne connais pas un chef d'entreprise. Si vous en trouvez un, vous me le présentez. Moi, ça fait, comme vous l'avez rappelé, pas mal d'années que je suis présidente du MEDEF, donc j'en rencontre beaucoup tous les jours. Je ne connais pas un chef d'entreprise qui soit heureux quand il est amené à faire un plan de licenciement. Je n'en connais pas un seul. C'est une tragédie. Pour le chef d'entreprise, une des plus grandes satisfactions, en dehors de gagner des nouveaux contrats, c'est de voir son entreprise grandir et donc se développer en effectif. C'est le signe du succès. C'est vrai, mais est-ce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas l'impression... Non, mais je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Mais il y a un problème, c'est qu'il y a un décalage entre la réalité de l'économie et la perception de cette réalité par les Français. Et il y a probablement une contribution négative aussi de la part de certaines entreprises. Moi, je prends par exemple un exemple. Aujourd'hui, on sait très bien que nous avons un coût du travail qui est élevé en France. Oui. Et on sait aussi qu'il y a un certain nombre de produits industriels qui sont fabriqués à l'étranger pour un coût du travail bien moins élevé. Est-ce qu'il ne faut pas à un moment dire qu'il y a un problème parce que sur l'emploi industriel, nous n'arriverons pas à être compétitifs au niveau international? Est-ce que, par exemple, M. Mittal, vous n'avez pas l'impression qu'il a un peu dupé la France? Est-ce qu'il est arrivé, il a dit « je pouvais continuer ». Est-ce que vous n'avez pas l'impression que depuis maintenant quelques années, le MEDEF dit
avec force que nous avons un problème de coût du travail et une divergence sur l'évolution des coûts de production telle entre la France et l'Allemagne que la France va décrocher et que la France est en train de devenir le pays malade de l'Europe. Oui, mais nous n'avons pas cessé de le dire. Vous ne répondez pas à la question. Non, mais vous mélangez tout. Non, Vous mélangez tout. Vous ne pouvez pas, dans la même question, aborder un problème qui concerne tout le tissu industriel français, le coût du travail, et parler du cas particulier de la stratégie industrielle de M. Mittal. C'est deux choses complètement différentes. On va prendre la première partie. Il y a aujourd'hui l'annonce de la part du gouvernement, une annonce qui a priori est satisfaisante pour les entreprises, qui est ce choc de compétitivité, c'est-à-dire 40 à 50 milliards, voilà, 40 à 50 milliards d'euros d'allègement de charges, qui va donc réduire le coût du travail. Aujourd'hui, si tout ça se fait, puisque on est au niveau des annonces, si tout ça se fait, vous vous dites aujourd'hui, en tant que présidente du MEDEF, ça crée combien d'emplois en France? Je ne dis pas ça. Je dis, premièrement, que le choc de compétitivité est indispensable, parce que sinon la France, dans 5 ans, est déclassée et ne compte plus à l'échelle des pays de puissance du monde occidental. Et nous disons qu'il faut à la fois baisser les charges que payent les employeurs, pour baisser les coûts de production, et baisser les charges que payent les salariés pour redonner du pouvoir d'achat. Ce double mouvement que nous appelons, et qui doit être simultané, que nous appelons la double hélice, comme l'ADN, vous savez, ce double mouvement doit donner suffisamment de marge de manœuvre nouvelle à l'économie, comme un grand appel d'air, pour enfin donner les possibilités soit d'investir à certaines entreprises qui gèlent leurs projets actuellement, soit d'embaucher, soit de relever aussi les salaires pour certaines. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas dire à l'avance, et nous ne pouvons pas le chiffrer sur le nombre exact de création d'emplois. Ce que je peux vous dire, c'est que ça redonnera des possibilités, alors qu'aujourd'hui, nous sommes en danger, sinon de mort, de survie. Mais reconnaissez, Laurence Parisot, que pour le salarié qui écoute ce que nous disons ce soir, pour le chômeur qui cherche un emploi, il a d'un côté un discours économique, probablement qu'il comprend, mais il se dit, est-ce qu'au fond, ça va créer des emplois? Est-ce que moi qui suis chauffeur, demain, je pourrais retrouver un emploi? Parce que c'est un peu la question que l'opinion publique pose aux entreprises aujourd'hui. C'est finalement de se dire, est-ce qu'on peut s'engager sur l'emploi? Je vous réponds. Premièrement, pour le salarié qui est en train de nous écouter, je lui dis qu'avec le mécanisme que nous préconisons, il aura du pouvoir d'achat net en plus, puisque les cotisations qu'il paye sur sa feuille de salaire vont baisser. Ça, c'est la proposition du MEDEF. Donc, celui qui aujourd'hui, a du travail, il aura un gain en pouvoir d'achat net. Ça, c'est la première chose. Et pour l'autre qui cherche du boulot, je lui dis, si l'ensemble du tissu entrepreneurial français retrouve des marges de manœuvre de compétitivité, si nous sommes en mesure à nouveau de remporter des appels d'offres que nous perdons en ce moment au profit des entreprises allemandes, évidemment, nous allons regarnir notre carnet de commandes, nous allons retrouver des marges et donc nous allons être en situation de développement. Et si nous sommes en situation de développement, nous sommes en situation d'embauche. Alors, puisqu'on a découplé les deux thèmes, moi je vais reposer la question de Mathias. Vous l'avez taclé, mais c'était quand même une question. Bon, le problème est réglé. Maintenant, M. Mittal, qui n'est pas au MEDEF, puisqu'il est indien. L'entreprise Arcelor. L'entreprise est française. Presque toutes les entreprises sont au MEDEF. Donc, alors, est-ce que vous continuez à le défendre en pensant qu'il a agi de bonne foi, ou est-ce que vous croyez quand même, comme le laissait entendre Mathias, qu'il a pu duper ses interlocuteurs? Je ne peux pas rentrer dans la stratégie propre de chaque entreprise. Je ne les connais pas. Je connais la stratégie de la Lorraine, donc vous connaissez bien le sujet. Mais Laurence Parisot, vous vous rendez compte que quand vous dites ça... Non, mais quand vous dites ça, juste pour terminer, compléter la question, lorsque vous dites « je ne peux pas rentrer dans la stratégie propre de l'entreprise », de chaque entreprise, l'opinion publique, malgré tout, elle regarde ce que font un certain nombre de présidents d'entreprise. Non, mais écoutez, je pense que l'opinion publique sait très bien que je suis présidente du MEDEF et pas la patronne de chaque entreprise française. D'accord, mais je pense que sur le comportement de M. Mittal, je pense qu'elle est intéressée par savoir ce que vous en pensez. J'allais répondre. J'allais donc, premièrement, je le redis, je ne peux pas évaluer la stratégie propre de chaque entreprise. Je ne la connais pas. Je ne fais pas partie du conseil d'administration ni du comité stratégique, premièrement.
Deuxièmement, en revanche, ce que je sais, c'est que vous avez une compétition qui est mondiale. Donc les entreprises ont des stratégies mondiales. Et chaque investisseur aujourd'hui se dit, si je dois développer telle ou telle activité ou maintenir telle ou telle activité, dans quel pays ai-je le plus intérêt à le faire aujourd'hui ? Et c'est là le problème. Mais il lui arrive d'aller dans des pays où justement on va lui donner de la subvention et une fois que la subvention aura été mangée, il repartira. Le problème surtout, c'est pas un problème de subvention, c'est pas vrai. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tous les investisseurs étrangers, quand ils ont à comparer plusieurs pays et qu'ils mettent la France dans ce benchmark, presque tous, ne veulent plus choisir la France. Pour que le benchmark... Le benchmark, la comparaison. Voilà. Le benchmark, c'est la comparaison, et quand on fait la comparaison, de plus en plus d'investisseurs étrangers ne veulent pas choisir la France. C'est pour ça qu'en ce moment, nous sommes en train de dire très fort « attention, danger ». Attention aux décisions qui sont en train d'être prises et qui sont des signaux catastrophiques pour l'extérieur. Et tous ceux qui, chefs d'entreprise, décideurs économiques, mais pas seulement, et au gouvernement, ils le savent, tous ceux qui rencontrent des investisseurs américains, brésiliens, personnellement j'ai rencontré des Hongkongais récemment, tous ceux-là savent très bien qu'il y a un doute sur la France. Pourquoi ? Parce que justement, nous n'avons pas une politique pour le moment en faveur de la compétitivité et parce que nous n'avons pas non plus une politique qui permet les adaptations sur le marché du travail. Alors justement, la flexibilité en absolument. particulier. Il y a aujourd'hui un grand débat qui est lancé par le gouvernement avec Michel Sapin sur la sécurisation du travail. Alors, il explique que la sécurisation, ça n'est pas la sécurité. Hein, donc c'est un débat dans lequel on introduit de la souplesse. Sur ce débat de la sécurisation du travail, vous comprenez bien qu'aujourd'hui, les salariés ont toujours un peu l'impression que lorsqu'on travaille sur la sécurisation du travail, au fond, à l'arrivée, ça se traduit toujours par un petit peu plus de précarité pour eux sur leur emploi. Et que finalement, ils se disent, un salarié, aujourd'hui, je suis dans une entreprise, je suis en incertitude, en inquiétude permanente. On le voit bien, tous les salariés ont peur pour leur emploi. Non. Et on peut comprendre. Si. Pas tous. Pas tous, en tout cas. Lorsqu'on pose la question. Des sondages. Quand on commande des sondages, ils sont inquiets. Je connais bien les sondages aussi. Aujourd'hui, la réalité, c'est lorsque on est du côté de l'entreprise, la sécurisation de l'emploi, vous y adhérez ? C'est quoi pour vous la compréhension de ce thème de sécurisation de l'emploi ? Avant même que Michel Sapin propose le sujet et avant l'élection présidentielle, nous-mêmes, MEDEF, avec les organisations syndicales, préparions une négociation sur cette question-là. Le gouvernement nous y a encouragés et nous y participons et nous sommes contents d'être dans ce débat sur l'emploi, la sécurisation des parcours et la flexibilité nécessaire pour l'entreprise. J'espère que d'ici la fin de l'année, ou plus tard, en début de l'année prochaine, nous allons aboutir à un accord. Et l'accord sera bien, intéressant pour tout le monde s'il installe enfin la flexi-sécurité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Effectivement, plus de protection, et notamment en termes de portabilité de droits pour les salariés, et en même temps plus de possibilités pour l'entreprise pour s'adapter si jamais la conjoncture est mauvaise. Aujourd'hui, ce qui caractérise l'entreprise française, c'est que si elle a un effondrement de son carnet de commandes, ce qui lui arrive en ce moment, parce que, vous savez, en mars de cette année, moi, j'ai tiré pour la première fois la sonnette d'alarme. Je la retire avec une intensité supérieure. Aujourd'hui, la situation, là, en ce mois d'octobre, s'aggrave dangereusement. Si dans ce cas-là, l'entreprise ne peut pas s'adapter, ne peut pas modifier soit son fonctionnement, son organisation, soit sa durée du travail, soit différents paramètres liés à la masse salariale, l'entreprise est en danger mortel. Laurence, par exemple, vous nous avez rappelé, vous connaissez bien les sondages, vous avez travaillé à Louis Harris, vous avez été patronne de... Je le suis toujours. Toujours. Vous ne pouvez pas être président du MEDEF si vous n'êtes pas encore chef d'entreprise en activité. Là, c'est ni Louis Harris ni l'IFOP, c'est Opinionway. Et on a très bon institut aussi. Bon, et on a souhaité éviter l'amalgame, justement. Il y a des entreprises, on a parlé de Mittal, mais il y a d'autres types d'entreprises. Et on a demandé aux Français ce qu'était leur perception de la stratégie des entreprises en faveur de l'emploi,
pour chaque type d'entreprise, diriez-vous qu'elle fait prioritairement le choix de préserver des emplois, de satisfaire ses actionnaires et puis ses dirigeants, ou est-ce qu'elle concilie les deux? Et vous voyez que selon qu'on interroge les gens à propos des grandes entreprises de plus de 5000 salariés et puis des entreprises de moins de 20 salariés, on a des résultats complètement différents en matière salariale. Alors, en plus, il y a un résultat qu'on n'a pas montré, mais ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on est très jeune, donc les 18-24 ans, ils ont la perception qu'à peu près à la moitié d'entre eux, que l'entreprise arrive à concilier la rémunération de l'actionnaire et la préservation de l'emploi. Et ce chiffre diminue de façon drastique. Ils ne sont plus que 10-15% à 50 ans. Est-ce que c'est l'expérience de l'entreprise qui fait que tout d'un coup, ils sont désenchantés? Non, je pense que c'est l'expérience des médias, l'expérience du discours politique qui installe l'esprit. Il faudrait voir aussi, je n'ai pas vu le détail, mais si on a interrogé également les fonctionnaires dans cette étude. Ils l'ont été, oui. Et donc séparer peut-être le jugement des salariés, donc évidemment, ceux qui forcément connaissent l'entreprise, de ceux de la fonction publique qui malheureusement... Là, c'était l'ensemble des Français. Oui, mais il y a un problème de discours général. Vous savez, je dis souvent, nous avons un problème de compétitivité prix, c'est ce que vous expliquiez tout à l'heure, et un problème de compétitivité hors prix, ça c'est la flexi-sécurité dont on a besoin, et un problème de compétitivité psychologique. Et alors, qu'est-ce que peuvent faire les entreprises pour justement faire en sorte qu'on retrouve cette compétitivité psychologique? Et si on renversait la question? Et si on se demandait, mais que peuvent faire les politiques pour soutenir les entrepreneurs plutôt que de les accabler? Pour encourager les entreprises plutôt que les dénoncer et les montrer du doigt. Moi, rien ne me choque plus, je l'ai dit plusieurs fois, que cette nouvelle expression qui a été inventée par un homme politique de droite, qui est l'expression « patron voyou », qui est aujourd'hui repris par des hommes politiques de gauche. Et j'insiste, c'est donc un sujet de droite comme de gauche. Et on a fait comme s'il y avait un tiret maintenant, vous qui êtes un homme de lettres, Patrick Poivre d'Arvor, entre patron et voyou. C'est presque un nouveau substantif. Mais est-ce que vous avez été sensible inacceptable quand même au fait que, par exemple, le Premier ministre, qui n'était jamais arrivé dans l'histoire de l'université d'été du MEDEF, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault, soit venu vous voir, le ministre de l'économie également, Très sensible, bien sûr. Donc vous voyez que finalement, la perception n'est pas si négative de l'ensemble du... Non mais le chemin à parcourir est gigantesque. Oui. Gigantesque. Et je pense que nous avons fait beaucoup bouger les choses. Ces dernières années, c'est considérable. Et la preuve par cette visite du Premier ministre et de beaucoup de ministres à notre université d'été. Mais en plus, il faut quand même que tout le monde sache bien, nous parlons quotidiennement. Je sors d'un rendez-vous avec un ministre important. Mais Laurence Parisot, moi je suis d'accord avec vous, mais je voudrais juste une dernière question. C'est qu'on a vu qu'il y a eu un débat au cours des derniers jours qui était un débat sur les pigeons, c'est-à-dire cette espèce de mobilisation générale sur Internet d'un certain nombre d'entrepreneurs. Cette mobilisation, visiblement, elle est très bien perçue par l'opinion publique française. C'est-à-dire que les gens trouvent ça sympa, ils trouvent... Voilà. Donc, est-ce qu'il y a... très bien ce que c'est non plus. Non, mais ça, comme vous disiez, il y a une compétitivité psychologique dans le domaine de l'économie et du travail. Et là, c'est une perception plutôt positive. Oui, est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui une mobilisation des entreprises pour justement créer cette mobilisation positive? Puisque vous nous dites, de toute façon, ça fait 5 ans qu'on n'était pas aimé par le pouvoir politique et on est toujours dans la même situation. Je n'ai pas daté aussi précisément. Hein. Je disais que ça faisait plusieurs années. Ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment beaucoup de gouvernements. Moi, je crois que les entrepreneurs sont très mobilisés, mais il faut bien comprendre aussi qu'ils sont extraordinairement anxieux. Aujourd'hui, la masse des entreprises françaises, elle se demande comment faire sa trésorerie. Elle se demande comment elle va régler les salaires en fin de mois. Et c'est pour ça que vraiment nous lançons des appels au secours pour qu'on nous comprenne bien et qu'on comprenne surtout le fonctionnement interne de l'entreprise. Quand les politiques et même ceux qui viennent nous rendre visite pensent qu'en mettant un peu plus de réglementation, c'est ce que disait très bien votre chef d'entreprise qui témoignait tout à l'heure, quand ils pensent qu'on va un peu plus conditionner ceci, un peu plus limiter ou empêcher ceci, eh bien, ils se trompent sur l'impact que ça aura et sur l'entreprise et sur l'emploi.
Merci beaucoup Mathias Léridon. Vous allez céder votre fauteuil à Laurent Bigorgne. Et on va passer à Vous allez être rassurés, parce qu'on va passer à la responsabilité de l'État. Vous voyez, il n'y a pas que la responsabilité des entreprises. On va introduire le sujet d'abord avec Anaïs Goubatian. Emploi jeune, prime pour l'emploi, contrat d'avenir, RSA, CAE, contrat initiative emploi. La liste est longue et le constat est là. Malgré ces différentes mesures, le chômage frôle aujourd'hui les 10%. De droite comme de gauche, les différents gouvernements cherchent des solutions pour remédier à ce fléau, sans visiblement trouver la bonne voie. Cette année, le gouvernement Ayrault met en place les emplois d'avenir, contrats destinés aux jeunes de 16 à 25 ans, sans qualification. Autant je pense que les emplois aidés, je dis l'emploi d'avenir, lorsque ça va bien, c'est une extrêmement mauvaise idée. Autant je pense que dans des moments où il n'y a pas d'emploi, il faut prendre ça. C'est pas parfait, ça a des vertus. Au moment où, encore une fois, il y a de la crise, parce qu'il faut que les gens ils aient un emploi, plutôt qu'ils fassent autre chose. Avec les emplois d'avenir, l'État prendra en charge 75% de la rémunération brute pendant une durée maximale de 3 ans. Un beau coup de pouce pour les jeunes, mais selon Sandra Anlard, l'État ne peut pas tout. Bien sûr, l'État peut légiférer et encore légiférer et encore légiférer, mais bon, il y a un moment où on sait bien que c'est pas comme ça que les choses se passent et qu'il y a aussi des capacités de résistance énormes quand une entreprise ne veut pas jouer un jeu donné. Donc on perd tous du temps. L'État doit faire avancer tous ces sujets-là, c'est son boulot, j'ai envie de dire, mais il ne le fera pas seul. Il ne le fera pas seul et il ne le fera pas sans que l'entreprise bouge un peu de ce rôle vraiment purement économique vers un rôle plus responsable socialement, que, je le disais, un certain nombre d'entreprises ont déjà parfaitement anticipé et mènent déjà depuis plusieurs années. Laurent Bigorgne, vous êtes venu avec des graphiques qui sont très éloquents sur un sujet qui vous passionne, qui est le chômage des jeunes. Le chômage des jeunes, oui. Bonsoir. Bonsoir. On peut regarder le premier d'entre eux d'ailleurs sur la situation en France versus la situation en Europe. Alors on va regarder qu'en fait, eh ben oui, en France, on n'est pas très bien lotis. Et il y a des endroits où ça se passe beaucoup mieux, notamment en Allemagne, évidemment. Et on est dans une moins bonne situation, même que l'ensemble de l'Union européenne. De la zone euro. Pourquoi cette fatalité, Laurence Parisot, selon vous? D'abord, je pense que ça ne doit pas être une fatalité. Ça dure, malheureusement, ça dure. Ça s'installe. Mais je souhaite qu'on essaye de se dire que justement, ça ne doit pas être une fatalité. Ensuite, si on se compare par rapport à l'Allemagne, une des principales explications, ce n'est pas la seule, mais une des principales explications, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est l'apprentissage. On est dans un rapport de 1 à 3 avec l'Allemagne, voilà. Presque 9% de leur côté, plus de 22% du nôtre, donc l'apprentissage explique une bonne part, mais peut-être pas tout. Non, mais c'est un des facteurs, et il faut savoir que l'Allemagne a développé cette culture de l'apprentissage dès les années 60. Et donc tout au long des années 70-80, c'était admis à la fois chez les parents, chez les jeunes et dans le corps enseignant que cette voie, l'apprentissage, était vraiment une voie d'entrée sur le marché du travail qui était tout à fait bonne. Et nous, on a démarré avec beaucoup de retard. Mais on est en phase d'accélération. Comme je disais tout à l'heure, je pense que ce sont les entreprises qui, les premières, ont dit qu'il faut aller vers cette voie-là. Ça, c'est la première question. Deuxième sujet, on l'a évoqué aussi, l'inadaptation incroyable entre les besoins des entreprises et la formation des personnes. Et nous avons à la fois ce chômage dramatique, parfois même... C'est très pesant et très déprimant dans les jeunes générations. Qu'il y ait moins d'industrie en France aujourd'hui nous dessert, par exemple, par rapport à l'Allemagne. Vous pensez que s'il y avait plus d'emplois industriels ou une part de l'industrie plus forte dans l'économie, on arriverait plus facilement à placer nos jeunes? Je pense surtout qu'on a plein d'entreprises qui ont des offres à proposer et qui ne voient pas ces offres satisfaites. C'était le cas dans la métallurgie l'année dernière, par exemple. Vous avez tout à fait raison. Dans tout le secteur de la métallurgie, sur un métier particulier, par exemple celui de soudeur, on ne trouve pas. Mais vous avez aussi, la France est aussi un pays où vous avez des grandes entreprises de services. C'est la même chose. Vous avez des besoins, par exemple, même dans le secteur de l'assurance, qui ne sont pas satisfaits. C'est-à-dire, je pourrais énumérer, je pourrais vous parler de l'hôtellerie. Donc là, il y a
une espèce de rigidité, une incapacité à faire en sorte que l'offre et la demande ne se rencontrent pas. Donc il y a une rigidité, y compris physique, parce que parfois on propose à un jeune un job, mais il n'a pas de logement possible, accessible, près de ce job. Des propositions sur le logement concrètes en discussion Parce qu'il y a eu une négociation l'année dernière entre partenaires sociaux sur l'emploi des jeunes. On a le sentiment qu'il y a eu plusieurs volets de discussion, 4 ou 5 si mes souvenirs sont bons. On a le sentiment que ça ne porte pas ses fruits. Enfin, en tout cas, on n'en voit pas les effets. Vous avez raison, parce qu'il y a des effets, mais qui ne sont pas... qui certainement sauvent quelques personnes, mais qui sont effectivement à la marge. Parce qu'il y a un troisième facteur qui explique cette situation, c'est la rigidité globale de notre marché du travail. Il se caractérise, notre marché du travail, par le fait que si vous avez réussi à y rentrer, ça va, vous êtes hyper protégé. Et vous avez comme une espèce de muraille de Chine, vous êtes à l'intérieur de ce marché du travail et tout va bien. Si, parce que vous êtes un jeune, vous n'avez pas encore pu pénétrer ce marché du travail. Ce qui est le cas de plus en plus de jeunes. Exactement. Ou bien si vous avez eu un accident particulier, que vous avez été évincé de ce marché du travail, un licenciement économique, etc., vous n'arrivez pas à y revenir. On peut illustrer ce propos, Patrick, avec le deuxième graphique. Parce qu'il y a emploi et emploi. Vous avez fait une muraille de Chine. J'ai essayé d'anticiper. Oui, emploi précaire et emploi plus définitif. Donc ce type de contrat des jeunes salariés en 2010, on le voit, CDI 50%, et pour l'ensemble des salariés en 2010, c'est 87%. Donc on voit bien que les jeunes ne sont pas du tout bien lotis. Il y a presque 40 points d'écart au final dans l'utilisation du CDI, selon qu'on est jeune ou pas jeune. Ça fait partie quand même de ces murs auxquels la jeunesse se cogne un peu la tête, non ? Il faut quand même ajouter, parce que c'est trop angoissant autrement, que la plupart de ceux qui entrent effectivement sur le marché du travail via le CDD, dans les 3 ans qui suivent, trouvent un CDI. Donc c'est le pied à l'étrier. Je ne dis pas que c'est l'idéal. Personnellement, quand je suis rentrée dans le marché du travail, est-ce qu'on n'abuse pas du CDD aujourd'hui ? Est-ce qu'au fond, le CDD qui était une exception ne s'est pas installé un peu comme la règle, justement, pour l'accès à l'emploi des jeunes ? Je pense que vous avez en partie raison. Et c'est parce qu'il y a tellement de contraintes par ailleurs que beaucoup de chefs d'entreprise ont une telle peur d'embaucher qu'ils se limitent au CDD. Donc le CDI n'est pas assez flexible au final. Voilà, mais si on ne raisonne pas sur la question de la peur de l'embauche, parce que notre réserve d'emploi, elle n'est pas dans les grandes entreprises, c'est pas dans le CAC 40, d'abord elles ne sont que 40. Mais en revanche, il y a 1 200 000 entreprises en France qui ont... Petites et moyennes. Petites et moyennes qui ont au moins un salarié. C'est là qu'il y a de la réserve. Mais quand vous êtes le chef d'entreprise d'une de ces 1 200 000 entreprises, vous êtes tellement effrayé, soit par les enjeux de coût du travail qu'on a évoqués tout à l'heure, soit par toutes les rigidités, et pire que ça, les impasses du droit social, que vous ne prenez le risque de l'embauche que si vous avez beaucoup d'assurance, que si vous avez... Bien sûr, à 100%. Que si vous avez un super carnet de commandes. Mais justement, donc si on n'assouplit pas tout le reste, on n'arrivera pas à débloquer le système. À vous écouter, on a le sentiment que cette question-là, par exemple, j'y reviens pas, a l'air plus importante en soi pour résoudre ce problème de chômage massif des jeunes que les emplois d'avenir ou les contrats de génération. Oui. Est-ce que cette question s'invite aux négociations que vous poursuivez actuellement avec les partenaires sociaux ? Est-ce qu'on peut en parler sereinement ? Est-ce que vous avez le sentiment qu'on va aller vers des résolutions et qu'on va essayer d'échanger un peu d'emploi contre de la flexibilité ? Écoutez, je l'espère. Je pense que... Création d'emplois, j'entends. Bon, la négociation a commencé il y a 15 jours. Il faut que tout le monde sache qu'elle va durer 3 à 4 mois, que pour le moment, elle se déroule dans un bon climat. Je ne voudrais pas qu'on voit tellement de tensions ou d'invectives qui s'échangent dans le débat politique. Je voudrais que les Français sachent que quand les partenaires sociaux, eux, discutent autour d'une table comme celle-ci, ça se passe correctement. Peut-être parce que vous n'avez pas encore abordé les sujets qui fâchent. Oui, mais parce que nous savons peut-être qu'il y a un peu de ça, et peut-être qu'il y aura des moments un peu plus compliqués dans la négociation, vous avez sûrement raison, mais je crois qu'il y a aussi la conscience partagée, chez les syndicalistes comme dans le camp des chefs d'entreprise, d'une immense responsabilité, là, aujourd'hui, compte tenu de la situation. Alors, du coup, on a des propositions très concrètes pour lever la peur de l'embauche. Je vais vous donner un exemple.
Aujourd'hui, les tribunaux, au-delà des indemnités de licenciement, accordent des dommages et intérêts parfois tellement élevés que l'employeur qui est obligé de verser ces dommages et intérêts est mis en cessation de paiement. C'est arrivé plusieurs fois que des entreprises déposent le bilan parce que les tribunaux les forçaient à payer des dommages et intérêts insupportables pour l'entreprise. Vous voyez bien que ce genre de phénomène, quand c'est connu, bloque tout le monde, se dit mais je ne peux pas prendre le risque, surtout en ce moment. Donc c'est le genre de choses qu'il faut absolument déverrouiller sans aller et sans tomber d'un excès à un autre. Ce n'est pas du tout ce que nous voulons. Nous voulons trouver le juste milieu, et le juste milieu qui permet à la fois de rassurer et aussi d'adapter. Alors je reviens un instant au rôle de l'État. On a beaucoup parlé de compétitivité tout à l'heure. On a entendu donc vos propositions sur un mix de CSG et de TVA, oui. Qui permettrait au fond de faire baisser globalement le coût du travail en France et de rendre une poche d'air de la compétitivité. Il y a une question qui paraît étrange parce qu'elle n'a pas du tout été abordée parmi les hypothèses discutables, et on comprend bien pourquoi, c'est la question du temps de travail. Parce qu'au final, là, on est tous à se dire, mais comment se faire mal sur la TVA, la CSG à la fois pour rembourser la dette et rendre de la compétitivité, mais est-ce qu'on n'aurait pas pu expliquer aux Français, compte tenu de la dureté des temps économiques que nous traversons, qu'au final, il était normal de retravailler 39 heures? Est-ce que ça vous paraît être une hypothèse complètement absurde? En tout cas, pourquoi est-ce qu'elle a été écartée du champ de la discussion? Alors, elle n'est pas tout à fait écartée, puisque dans un des volets de la discussion, on aborde la question de savoir si on peut, en cas de période très difficile pour l'entreprise, globale du pays. Voilà, si on peut faire un compromis, durée du travail, masse salariale, et avec en échange la garantie du maintien des effectifs. Donc ça sera abordé dans la discussion. Mais au-delà de ça, il faudra qu'un jour, dans notre pays, nous fassions comme partout ailleurs, notamment dans les pays du nord de l'Europe, ou comme en Allemagne tout simplement, on comprenne que la durée du travail ne doit pas être fixée d'une manière uniforme par la loi. Vous pensez vraiment que les 35 heures, ça a été dramatique pour le travail, pour la destruction du travail? Vous avez une corrélation parfaite entre l'arrivée des 35 heures de notre pays et l'effondrement progressif de notre commerce extérieur, donc de notre puissance commerciale. Donc je crois que cette corrélation dit tout. Ce qu'il faut envisager aujourd'hui, c'est tout simplement que la durée du travail puisse être fixée entreprise par entreprise, par accord entre la direction de l'entreprise et les représentants du personnel. Parce que telle entreprise de service n'a pas le même optimum économique en termes de durée du travail que telle entreprise industrielle. Et puis parce qu'il faut pouvoir aussi ajuster en fonction de la situation économique, du carnet de commandes, de la période de l'année. Et cette souplesse-là, elle peut se faire, c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur du mot flexibilité. On crée des tabous qui empêchent même de penser. Cette souplesse-là, elle peut se faire dans le respect des intérêts de chacun, j'en suis persuadée. Alors, c'était la question que je voulais vous poser sur le temps de travail. Si je reviens un instant au travail justement que commet en ce moment Louis Gallois, donc de réflexion sur la compétitivité des entreprises, on verra le 5 novembre ce qui au final en sort. Vous y croyez? Vous avez le sentiment qu'on va vers ce choc de compétitivité? Je crois qu'il y a eu un très très grand progrès ces derniers mois, un peu pendant la campagne pour l'élection présidentielle. Sauf que la mesure phare de la TVA sociale a été aussitôt rapportée, une fois l'élection passée. Oui, c'est vrai. Mais bon, encore une fois, nous ne préconisons pas une modalité qui passerait uniquement par une hausse de la TVA. D'ailleurs, en vérité, nous pensons qu'il faudrait baisser encore une fois les deux cotisations salariales employeurs, compenser par un peu de CSG, mais pas trop, un peu de TVA. Un peu, ça fait combien à peu près? Je ne peux pas rentrer dans les scénarios chiffrés, mais il faut faire un mix. Un peu de CSG, un peu de TVA, et pas sur trop, tous les entreprises. Et aussi baisser les dépenses. Et aussi baisser, pas sur tous les produits, vous avez raison, surtout pas sur les produits de première nécessité, pour ne pas impacter le pouvoir d'achat des Français les plus modestes.
Mais il faut aussi compenser tout ça par de la réduction de dépenses publiques. On l'oublie dans le paramètre, mais c'est très important. Vous avez le sentiment que on y viendra, mais vous avez le sentiment que la dépense publique est suffisamment regardée en ce moment, qu'on se dit que sur les collectivités locales, l'État, les administrations de sécurité sociale, on va assez loin? Vous avez raison, c'est ça le cœur du problème. La France a le taux de dépenses publiques par rapport à son PIB, c'est-à-dire par rapport à la richesse qu'elle crée, le plus élevé de l'Union européenne, 56%. 56 points. Et en plus, il faut bien mesurer que cela fait maintenant près de 40 ans que nous n'avons pas cessé de présenter des budgets en déficit. Il faut absolument arrêter ça. Et le budget pour 2013, il a le mérite de dire « nous respecterons les moins 3% qui nous donnent un peu de crédibilité », mais il a malheureusement l'inconvénient d'être structuré d'une manière telle qu'il repose beaucoup plus sur une augmentation des prélèvements obligatoires, des impôts, tant sur les entreprises que sur les ménages, que sur une baisse des dépenses. Et en réalité, il n'y a pas de vraie baisse des dépenses dans le budget 2013. Présenté par François Hollande, c'est en gros, on prélève 10 milliards aux entreprises, 10 milliards aux ménages et 10 milliards à l'État. Ça vous paraît suffisant? Et on ne parle pas des collectivités territoriales. Mais Patrick Poivre-d'Arvor, il n'y a pas de baisse de 10 milliards de l'État sur ses dépenses publiques. C'est juste un ralentissement de la hausse prévue des dépenses. Ces 10 milliards, c'est une illusion, un trompe-l'œil. L'État ne va pas dépenser 10 milliards de moins. Sur un trend d'une tendance où l'État devait dépenser 20 à 30 milliards de plus, au lieu de dépenser 30 milliards de plus, l'État ne va dépenser que 20 milliards de moins. C'est exactement comme une personne qui grossit de 2 kilos par an, et puis tiens, cette année, elle ne grossit que d'1 kilo. Vous ne pouvez pas dire pour autant qu'elle a maigri. Simplement, elle grossit moins. C'est ça. Il y a ceux qui soutiennent, à l'intérieur du gouvernement et au Parlement, que la dépense publique permet aussi de soutenir l'activité. Ça dépend de laquelle. Vous avez raison, il faut faire le tri. Il y a de la bonne et de la mauvaise dépense. Voilà, si je continue mon prolongement, l'analogie, c'est comme le bon et le mauvais cholestérol. Et on sait très bien, ne serait-ce qu'en prenant, et ça c'est incontestable, ce n'est pas partisan, le rapport de la Cour des comptes, ou bien les derniers rapports de l'Inspection générale des finances. On sait très bien qu'il y a des économies à faire qui n'affecteraient en rien l'investissement, qui n'affecterait même pas le fonctionnement de notre modèle social auquel nous tenons tous et qui, je crois, nous permettrait de gagner quelques marges de manœuvre supplémentaires. On a glissé du rapport Gagois à la dépense publique. Je vais vous interroger un instant quand même sur la discussion du projet de loi de finances 2013, en ce moment à l'Assemblée. On nous a beaucoup dit que ce sera un projet de loi de finances en faveur de l'investissement productif, contre la rente. Vous avez le sentiment qu'on fait beaucoup dans ce projet de loi de finances pour l'investissement productif, la création de richesses et donc la création d'emplois? D'abord, je ne sais pas ce que c'est que la rente, donc le contre la rente, je ne comprends pas très la bien. rente, on peut imaginer par exemple que c'est du capital dormant. Voilà, du capital dormant, de l'immobilier. Pourquoi pas des investissements dans les DOM qui paraîtraient moins productifs qu'un euro mis dans une entreprise? Je ne crois pas que ce soit vraiment de la rente non plus, mais admettons. Mais il y a une erreur majeure dans ce budget, majeure, qui est de taxer d'une manière quasi confiscatoire les plus-values de cession d'actions d'entreprise. Et c'est ça qui est à l'origine du mouvement Pigeon et autres, parce que nous sommes tous unanimes. Que vous soutenez? On est d'une seule voix. Vous êtes un tout petit entrepreneur, un président d'entreprise du CAC 40, un pigeon du web, vous êtes membre de France Digital ou quelque association, on ne peut être que effrayé par ce projet. Vous avez été entendu ou pas, selon vous? Parce qu'on a eu le sentiment la semaine dernière que vous l'aviez été. Et est-ce que vous avez le sentiment de l'être encore? Vous savez ce que c'est qu'un processus budgétaire au Parlement? C'est très long. Donc là, on est... Il y a des amendements. Voilà, il y a des amendements. Il y a l'Assemblée nationale, il y a le Sénat. Je dirais que c'est dans un peu plus d'un mois qu'on pourra dire si nous avons été entendus. Pour le moment, je ne le pense pas. Mais on a plus l'impression qu'on est entendu quand on s'appelle Pigeon que quand on s'appelle MEDEF. Non, je ne crois pas. Je crois qu'on est très entendu quand on est unanime. Cette affaire-là, c'est comme un chant polyphonique corse. C'est-à-dire qu'il y avait plusieurs voix en même temps. Et justement, c'est parce que tout d'un coup, il y avait plusieurs voix de différents lieux en même temps et qui disaient la même chose que là, on a pris conscience qu'il se passait quelque chose. Mais en plus, il est juste de dire que beaucoup de membres du gouvernement reconnaissent que c'est une erreur, même économique, que ce n'est pas de l'intérêt du pays
de décourager ainsi la prise de risque. Parce que c'est ça, c'est ce que je disais en début d'émission. Quand on a de l'argent, on peut très bien décider de le mettre ailleurs que dans une entreprise. Oui, j'aimerais, on parle du gouvernement, du Parlement, vous nous parlez assez justement du processus législatif, mais ce texte, il vient de Bercy. Oui. Vous avez le sentiment que, indépendamment d'ailleurs de telle ou telle majorité politique, le ministère de l'économie et des finances, Bercy, cette administration qui est à la fois talentueuse, compétente et importante dans l'État, vous avez l'impression que Bercy comprend les entreprises? Pardonnez-moi d'être direct. Hein, Bercy, c'est un bâtiment très impressionnant et très vaste. De puissante direction. Et très vaste, avec beaucoup de talent. Par exemple, est-ce que la direction de la législation fiscale... Et je ne peux pas savoir ce qui s'est passé dans les dernières réunions. Je n'y suis pas invitée. Je pense que certains considèrent que c'est une erreur économique et que d'autres ne l'ont peut-être pas vue. Je cible moins la question. Est-ce que la haute fonction publique de ce pays, comme ça peut se passer en Allemagne, en Angleterre, est-ce que la haute fonction publique de ce pays comprend l'entreprise? D'autant qu'elle est très représentée à l'Assemblée. Écoutez, moi, je ne la critiquerai certainement pas. Elle a changé de qualité. Ma question est précise, en l'occurrence, ce n'est pas une critique. Écoutez, moi, j'ai vu beaucoup plus ces dernières années de directeurs d'administration très importantes, et notamment de Bercy, vraiment défendre notre pays et son économie. Je pense notamment dans les moments les plus graves de la crise monétaire, de la crise de la zone euro, et ils l'ont fait en bonne entente avec les entreprises. Je pense qu'il y a aussi une chose qu'il faut se dire tous, c'est que nous sommes tous dans le même bateau. Si on veut en sortir, non seulement il faut peut-être faire des compromis, bien se comprendre, mais aussi, de même que je critique ceux qui nous désignent comme boucs émissaires, moi je ne vais pas chercher à désigner des boucs émissaires. Non, il ne s'agit pas de désigner des boucs émissaires, mais de constater que dans ce projet de loi de finances, indépendamment de la fiscalité des particuliers, parce qu'on a tous conscience qu'il y a une dette à rembourser, on peut dire que la fiscalité sur les entreprises a quand même été l'objet de débats qui, semble-t-il, étaient débats au moins légitimes sur le fait de savoir si vraiment on cherchait à renforcer l'investissement productif. Je n'étais pas dans les réunions, donc je ne sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, sur ce point précis, c'est un mécanisme qui a été inventé et qui est une erreur parce qu'il risque, s'il était confirmé par le vote du Parlement, vraiment de détruire tout l'esprit d'entreprise en France. Et il serait accélérateur d'une manière prodigieuse d'exil, de départ d'entrepreneurs. Revenons au PAC France, donc l'État, la haute fonction publique, le Parlement, les entrepreneurs, les entreprises. Parlons d'Europe. On a en France plutôt une population qui à la fois doute effectivement que l'euro est une bonne chose pour le pays, hein, les sondages l'ont assez montré, et en même temps 80% des Français qui soutiennent l'euro. Oui. Hein, mais il y a ce gap, ce trou entre ceux qui le soutiennent, qui sont très nombreux et majoritaires, et ceux qui admettent que l'euro a pu apporter quelque chose. Oui. Est-ce que vous avez le sentiment que la France est-ce que vous n'avez pas le sentiment que parfois la France fait preuve de naïveté dans ces discussions européennes? Vous parliez de la concurrence tout à l'heure. On pourrait parler également des négociations sur l'énergie. On pourrait parler également des négociations sur la régulation financière. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on est toujours très stratège quand on va discuter à Bruxelles de grands sujets structurants, impactants pour l'économie, et qu'on voit au final que les régulations qui en sont issues peuvent porter préjudice à de belles aventures industrielles, à des projets, à un certain nombre de facteurs aussi traditionnels de la croissance française? Vous avez le sentiment qu'il y a une adéquation entre le projet européen quand il se décline à Bruxelles et dans la façon dont on le prépare, dont on souhaiterait à Paris? Moi, je pense surtout qu'on ne parle pas assez de l'Europe, de ce qu'elle fait, de ce qu'est son activité au quotidien. Mais sur ces questions précises, énergie, régulation financière, justement concurrence... de ce point de vue-là, on n'en parle pas assez, y compris pour dire tout ce qu'elle fait de bien, et donc pour dire ce qu'elle fait de moins bien, et donc comment il faudrait l'améliorer. C'est trop facile, si vous voulez, Moi, je considère que la doctrine de la concurrence à Bruxelles doit absolument évoluer. Je fais partie de Dans quel sens ? C'est assez technique, mais en tout cas, il faut que nous soyons... Il faut pouvoir en parler à nos concitoyens, néanmoins. Tout à fait, mais il est évident qu'il faut que nous ayons un corpus juridique, si vous voulez, qui nous permette de constituer des grands champions européens, alors que ces dernières années, on a plutôt limité ces possibilités-là. On a besoin ça, c'est très concret. Ça, c'est concret. On a besoin de grands champions européens pour concurrencer d'autres grands champions qui viennent notamment des pays émergents. Mais ce que je voudrais, c'est qu'on parle aussi de l'Europe, de ce que peut être l'Europe quand elle est formidable. Par exemple, en novembre dernier, on a lancé Galileo.
Galileo, c'est le système satellitaire qui nous donne à la fois une indépendance géopolitique. Vis-à-vis des Américains, notamment. Exactement. C'est un succès, Galileo, c'est un succès technologique, c'est un succès économique, c'est très important pour le GPS. C'est une assurance d'indépendance géopolitique et c'est un projet financé communautaire par l'Europe. Personne n'en a parlé. Personne n'en a parlé. Comment voulez-vous que tout le monde adhère à l'Europe si, quand l'Europe fait des choses bien, on n'en dit pas plus? Là, il s'est passé quelque chose qui est très malheureux. Le projet de fusion EADS-BAE a échoué. Moi, ça, ce n'était pas de la faute de Paris, c'était Berlin. Exactement, mais je suis tout à fait d'accord. Vous avez entièrement raison. Il y a manifestement eu une réticence, je le dis d'une manière polie, de la chancelière, que je déplore et que nous devrions dire fermement. C'est-à-dire que là, on avait une occasion extraordinaire de montrer que l'Europe avance, que l'Europe se donne des moyens pour être plus forte. Il y a quelques précédents industriels qui peuvent aussi expliquer que l'Allemagne ait des réticences, malgré tout, si on veut ouvrir le débat. Mais vous avez, bien sûr qu'il y avait des raisons, bien sûr qu'il y avait des enjeux d'emploi dans certaines régions allemandes, clés, etc. Mais ça aurait été bien aussi de se dire, puisque l'Allemagne ne cesse de nous demander des efforts. Elle a raison en matière budgétaire. L'Allemagne nous dit « soyez plus disciplinés ». C'était aussi pour nous une occasion de dire publiquement « allez, on fait des efforts budgétaires, soyons encore plus européens et montrez-nous, Madame Merkel, que là aussi vous pouvez l'être ». Mais peut-être un dernier mot, j'en terminerai par là, sur le financement des entreprises et son lien à l'Europe. Est-ce que vous avez le sentiment que les régulations financières, on a tous besoin de stabilité financière, vont dans le sens d'un financement qui permettra de la croissance sur le vieux continent? Non, je crois qu'on a été... on a tellement voulu faire vite, compte tenu de la gravité de ce qu'on avait découvert après la chute de Lehman Brothers, qu'on a fait certainement des erreurs. J'ai très peur que les nouvelles normes prudentielles qui vont s'appliquer aux banques et aux assureurs freinent le financement de l'économie. Raison de plus pour choyer le business angel, choyer l'entrepreneur qui est prêt à mettre des capitaux dans une entreprise. Merci beaucoup, Laurent. Alors justement, pour répondre à votre demande, nous avons choisi un jeune entrepreneur qui n'est pas forcément un business angel, mais qui est un jeune garçon qui s'est lancé dans le pressing bio. Il s'appelle Nicolas de Bronac. Le pressing bio, en gros, c'est moins de chimie qu'avant, moins de... Bon, c'est pas bio, mais c'est quand même mieux que ce qu'on sentait, surtout, la guerre en rentrant dans un pressing. Je résume bien? Vous résumez très bien, Laurence Parisot, bonjour. Bonjour. Nous, très simplement, chez Sequoia Pressing, on a racheté un brevet d'une nouvelle technologie de nettoyage à sec, plus responsable pour l'environnement comme pour les collaborateurs. Génial. On a développé cette technologie, on a créé un concept autour de ça qui marche plutôt pas mal, parce qu'aujourd'hui, on a 30 pressings, 6 en propre et 24 en franchise. On se développe en franchise. Et on a fait ça en 4 ans. Aujourd'hui, nous, on a quelques questions à vous poser, parce qu'on a une problématique qui va peut-être rassurer tout le monde, mais nous recrutons. Nous sommes dans le secteur de l'artisanat. On n'a pas du tout parlé d'artisanat aujourd'hui, on a surtout parlé de grands groupes. On estime nos besoins pour nos collaborateurs et les franchisés à peu près 100 recrutements d'ici décembre 2013. Et nous n'avons absolument personne. C'est impossible de mettre la main sur des gens compétents, formés dans le domaine du pressing, à tel point que nous allons être obligés de monter une école de formation pour former nos futurs collaborateurs. Une question, comment résoudre ce paradoxe? Et qu'est-ce que vous proposez? Et comment est-ce que les entrepreneurs, les petites entreprises, les TPE artisanaux peuvent faire remonter leurs besoins en recrutement auprès du gouvernement? Alors, je pense que votre exemple illustre ce que je disais au tout début de l'émission. Il y a de nombreux secteurs et qui concernent des petites entreprises, des TPE. Et j'ai bien dit d'ailleurs tout à l'heure que je considérais que ce n'étaient pas les grandes entreprises qui constituaient les réserves d'embauche aujourd'hui, mais bien les PME de croissance comme la vôtre. Et il y a une inadéquation entre l'offre et la demande qui est frappante. Et puis aussi, quand même, faut dire un peu les choses franchement, tellement de systèmes qui nous permettent finalement de s'en sortir que oser rentrer, commencer sa carrière professionnelle dans un pressing, c'est peut-être pas ce qui est à la mode, c'est peut-être pas ce qui est valorisant. On a le même problème dans la restauration.
Donc moi, je crois qu'il faut expliquer à tout le monde qu'on peut très bien commencer sa vie dans un métier, que ça dure un certain temps, et puis que ça donne la possibilité de passer à un autre métier. Mais que ce premier passage dans un pressing, ça peut être génial. Et puis peut-être que quand vous rentrez dans un pressing, après, vous avez la possibilité d'ouvrir votre propre pressing, notamment en franchise, je le suppose. Donc il faut aussi dire que tout peut permettre d'aller vers l'entrepreneuriat. Il n'y a pas, moi je ne crois pas qu'il y ait un métier qui soit moins intéressant qu'un autre, et tout métier peut être la porte vers de nouvelles aventures. Alors je le dis au passage, puisque quand même ça concerne votre entreprise et nos téléspectateurs, voilà, il y a 100 embauches possibles dans les 30 pressings de M. Brenac, si ça vous intéresse, sans être pressuré, parce qu'on ne connaît pas exactement comment ça se passe chez vous, mais j'imagine que c'est... bonne DRH, les gens sont bien accueillis, c'est parce que ça peut parfois faire peur de rentrer comme ça. On essaye d'accueillir évidemment nos futurs collaborateurs le mieux possible, et c'est le cas pour nous, mais c'est le cas aussi pour beaucoup de sociétés en artisanat, donc il faut essayer de redonner confiance aux jeunes à ces métiers manuels qui sont un secteur de croissance important pour la France. On voit que les sociétés artisanales de luxe, par exemple, pour Hermès comme pas les citer, recrutent encore aujourd'hui des centaines et des centaines de personnes tous les ans qui forment, et c'est des très jolis métiers. Oui. Vous aviez une deuxième question à poser à Laurence Pérez. En France, on a énormément de TPE, de moins de 10 personnes, ça représente je ne sais pas combien de pourcentage des entreprises, quelques grands groupes internationaux, et on a très peu de PME de taille moyenne ou grande comparé à nos voisins allemands par exemple. La question est la suivante, c'est est-ce qu'en France c'est encore possible de réussir? Est-ce qu'en France c'est encore possible de créer une petite entreprise sans beaucoup de capitaux, puis grossir? On voit que les exemples sont assez peu nombreux. Alors, il faut d'abord expliquer pourquoi il y a ce décalage. Tout le monde en parle. Et d'ailleurs, dans les campagnes électorales, tous les candidats, là aussi de droite comme de gauche, disent qu'il faut faire grandir nos PME pour avoir des entreprises de taille intermédiaire comme en Allemagne. C'est pour ça qu'on est allé chercher Nicolas Debray. Voilà, mais je pense qu'il va vite devenir une entreprise de taille intermédiaire. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, dans les années 60, il n'y avait pas de différence de ce point de vue-là entre la France et l'Allemagne. Dans les années 70 non plus. Et puis, les années 80, l'ISF. Il faut le dire, c'est un tabou de dire ça, mais je crois qu'il est temps de lever tous les tabous. L'ISF a beaucoup perturbé la croissance des entreprises familiales, patrimoniales, soit au moment de la transmission, soit au moment du passage de relais du fondateur, chef d'entreprise, quand il confie le management à quelqu'un d'extérieur. Pourtant, l'outil de travail était exclu de l'ISF. Exactement, mais justement, quand l'entreprise n'est plus dirigée par quelqu'un de la famille, ce n'est plus effectivement dans votre outil ce n'est plus considéré comme l'outil de travail, et donc là, vous payez de l'ISF sur une valeur qui est une valeur qui n'est pas forcément monnayable, parce que ces entreprises-là ne sont pas cotées en bourse. Donc qu'est-ce qui s'est passé pendant toutes les années 80-90 ? Toutes ces entreprises de taille intermédiaire, vraiment le cœur de l'entrepreneuriat familial français, à certains moments, à certains carrefours de leur développement, n'ont pas eu d'autre choix que de se vendre. Et elles se sont vendues à des plus grands groupes. Et c'est pour ça d'ailleurs, c'est le paradoxe de notre histoire économique. C'est pour ça que le CAC 40 français est plus prestigieux que l'équivalent en Allemagne. Parce que notre CAC 40 s'est enrichi de pépites familiales. Donc c'est pour ça qu'il faut être très vigilant sur la fiscalité qui concerne les entrepreneurs, car c'est une des raisons qui les empêche de grandir. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais tant dans le droit social que le droit fiscal, on a créé tout un tas de seuils. Et quand on franchit les seuils, un seuil à 50 salariés, un seuil à 250 salariés, eh ben c'est des tonnes de comités d'entreprise, il y a des représentations syndicales différentes. Il n'y a pas que les questions syndicales, mais c'est des tonnes de complications et de paperasserie en plus. Et il y a du coup beaucoup d'entreprises qui disent « je ne prends pas le risque de franchir le seuil ». Alors une toute dernière question et une réponse assez rapide. Pardon. Alors il y a des entreprises qui ne prennent pas le risque de franchir le seuil des 50, mais il y en a aussi qui ne prennent pas le risque de franchir le seuil des 1. Et aujourd'hui, on rencontre beaucoup de futurs entrepreneurs, d'entrepreneurs potentiels, qui préfèrent aller entreprendre en Angleterre, qui préfèrent aller entreprendre en Allemagne. Qu'est-ce que vous pourrez donner comme conseil alors à ceux qui ont envie de monter une entreprise aujourd'hui, d'une part de la monter en France, et d'autre part de la monter quand même, parce qu'il y en a beaucoup qui renoncent. Alors écoutez, d'abord quand on monte une entreprise, mais
Je ne sais pas si je dois vous donner des conseils parce que je pense que vous aussi, vous pouvez en donner à tout le monde puisque vous êtes successful, comme on dit. Mais je pense que la première chose qui me vient à l'esprit, c'est qu'il faut être tenace. Parce que c'est difficile, parce qu'il y a plein d'embûches, il y a plein d'imprévus. Avec les clients, avec le banquier, avec les équipes. Bon. Donc il faut être tenace et c'est au moment où on pense que rien n'est possible que surtout il ne faut pas lâcher et que là, les choses se débloquent. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que restez en France tous, franchement restez en France. Notre pays est magnifique. Et restez en France aussi pour, avec moi, avec vous, avec les pigeons, avec tout le monde, expliquer au public ce qu'est l'entrepreneur. Et d'ailleurs, expliquer à chacun... Donc les chefs d'entreprise ne donnent pas le mauvais exemple. Ah oui. Et d'ailleurs, il faut expliquer à chacun, mais aux salariés aussi, qu'ils ont une part entrepreneuriale en eux. Et que c'est ça que nous devons développer collectivement, parce que c'est comme ça que la France s'en sortira. Aujourd'hui, nous sommes la 5e puissance économique mondiale. Le Financial Times a sorti un classement qui ne vaut pas grand-chose, mais qu'il faut quand même avoir à l'esprit. Et dans ce classement, il prévoit que la France, en 2050, ne sera plus que la 10e puissance économique mondiale. Est-ce qu'on a envie de laisser faire ça? Je ne crois pas. Nicolas Albrecht, je vous remercie. Merci beaucoup. Et puis, je vais vous demander, Laurence Parisot, de tweeter, comme on le fait habituellement dans cette émission. Elle est moderne. À qui vous voulez, d'ailleurs, un message qui puisse être entendu par l'État, pourquoi pas, puisque notre prochain invité sera Michel Sapin, et on verra bien s'il aura appris, et si l'État, d'une manière générale, a appris à aimer les entreprises grâce à cette émission. Écoutez, moi, ce que je propose, c'est de répondre à la question que vous posiez tout à l'heure. Il y a beaucoup d'entreprises en France. Il y a 1 200 000. Si à chacune d'entre elles, on permettait de faire de zéro embauche, de zéro charge à toute nouvelle embauche, ça créerait 1 200 000 emplois. Voilà. Donc je pense que ça... C'est tout le bien qu'il faut souhaiter à notre pays. Vous avez eu plus d'1 heure pour vous exprimer. Vous voyez que parfois on écoute aussi quand même les entrepreneurs et leurs patronnes. Et donc on se retrouvera justement la fois prochaine, dans un mois, avec le ministre de l'Emploi et du Travail, Michel Sapin. Merci pour votre attention et votre fidélité. Merci beaucoup, Laurence Parisot. Merci beaucoup. Merci.